C'est Adnan Dabakh, nous avons maintenant une carte devant nous après des élections. Quelle lecture faites-vous ? Ce sont des élections qui se sont tenues sans anicroche. Nous n'avons pas enregistré d'incidents significatifs. Ce sont des élections qui ont connu un taux de participation supérieur à 50%. C'est-à-dire que pratiquement 50%, la majorité de la population qui vote a validé le processus. Ce sont trois éléments qui font que nous, pour le Maroc, avons le sentiment que la première position en termes de démocratie arabe nous revient, du fait que nous avons enregistré ces gains en termes de démocratie, et la Tunisie, qui occupait ce premier rang, et nous l'avait envié à un certain moment, doit se résigner à reconnaître que nous sommes la première démocratie dans le monde arabe. C'est très important pour nous en tant que pays, pour nos frères arabes et même musulmans, parce que les résultats sont des résultats de la première démocratie dans le monde arabe. Essayons d'analyser d'abord ces résultats. Nous n'avons pas été surpris par la victoire du RNI, dans la mesure où il a mené une campagne assez agressive, avec des moyens importants et une certaine modernité dans la méthode. Même la personne du Premier ministre, enfin du chef du gouvernement désigné, a contribué à leur victoire, dans la mesure où il dégage vis-à-vis de la population, vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de l'opinion publique, une certaine empathie. C'est très important. C'est un personnage qui est accepté, sympathique. Victoire du RNI qui n'est pas une victoire uniquement dans certaines régions, mais au niveau national. Il a occupé la première place, mais échec surprenant pour les analystes politiques, pour le monde politique et peut-être même pour l'État, du PJD. Voilà un parti qui a exercé le pouvoir pendant une dizaine d'années, qui a eu l'occasion de former ses cadres, qui a eu l'occasion de connaître un petit peu la société marocaine dans son fin fond, et qui a été surpris par cet échec. Pourquoi il n'a pas été capable de déceler les attentes de la population marocaine? Il n'a pas été capable de les déceler parce que sa formation, son référentiel religieux, lui a obstrué la vue concernant les attentes matérielles de la population marocaine. La population marocaine, comme toutes les populations, ont souffert de la crise de Corona, ont souffert de la crise économique, ont eu l'occasion, à travers aussi le développement des réseaux sociaux, de connaître ce qui se passe dans d'autres pays. C'est une population qui a développé des attentes plus matérielles. Elle ne se suffit plus d'invoquer le ciel, d'autant plus qu'elle est devenue une population, avec l'arrivée des jeunes, plus individualiste, plus matérialiste, disons plus moderne, parce que son unique préoccupation, c'est d'abord d'assurer le quotidien et lui servir un discours religieux, exclusivement religieux, sans apporter des réponses concrètes à ses attentes, n'a été pas productif. Donc, nous avons assisté ces dernières années à une nouvelle rationalité chez l'électeur marocain. Il fait la part du champ religieux, qu'il considère qu'il doit être dévolu à la commanderie des croyants, Imarat al-Mu'minin, et l'action du gouvernement qui doit répondre aux attentes de la population. C'est ce que n'a pas compris le PJD. D'ailleurs, le PJD n'a jamais été un parti qui a attaché beaucoup d'importance économique, au sujet économique. Et il y a un deuxième élément très important qui a contribué à son échec, c'est la communication. Le Premier ministre a été très défaillant en termes de communication. On lui a souvent reproché cela. Beaucoup de Marocains se souviennent de comment il a été salué Poutine, comment il a été salué Hania, pourquoi courir vers les gens, même des choses comme cela
un manque de charisme, font que le Marocain s'est retrouvé, disons, mal représenté. Et cette question aussi a entraîné une autre question, et c'est la troisième, je terminerai par là, c'est le manque d'empathie de ce parti vis-à-vis de la population marocaine de ses difficultés. Ils ont fait passer la réforme de la caisse de compensation, la réforme de la retraite, sans considérer que c'est quand même un poids pour la population et qu'il fallait mieux expliquer ces réformes. Certes nécessaires, mais il fallait mieux les expliquer. Donc un problème grave de communication. Et là, l'électeur marocain qui est devenu rationnel, moderne, qui se pose la question pourquoi et quel est l'intérêt pour ce vote ou dans mon vote, et c'est ça les préludes de la modernité, s'est dit pourquoi alors ces messieurs je vais voter pour eux. Très bien. Donc il n'a pas voté pour eux. Un vote sanction. C'est un vote sanction et c'est aussi un vote qui dit que maintenant l'électeur est comptable du bilan de toute structure qui le gère. Il est comptable et il va faire très attention aux résultats du gouvernement. C'est un message pour le PJD, mais c'est aussi un message au futur gouvernement. Bien sûr, là on entame la discussion sur ce futur gouvernement qui est en train de... Les premières consultations sont en cours. Comment vous voyez cette étape ? Sa Majesté le Roi a nommé le nouveau chef du gouvernement rapidement, et cela ne peut que nous réjouir pour le processus démocratique, en respectant l'article 47 de la Constitution qui stipule qu'il faut donner ce poste à un des responsables du premier parti arrivé dans les élections. C'est une charge. C'est une charge parce que le Maroc évolue, il évolue dans la bonne direction, il se modernise, et il y a un électorat qui est devenu exigeant, il y a des problèmes qui se posent à nous, et il y a aussi le fait que le parti a donné un certain nombre de promesses, il s'est engagé sur un certain nombre de mesures, et il est appelé à les respecter dans la mesure où l'électorat, comme je vous l'ai dit, est devenu un peu exigeant. Ceci dit, avant d'aborder la problématique du programme, parce que cette problématique n'est pas finalement très importante, puisque nous avons un référentiel maintenant solide, qui est le nouveau modèle de développement. C'est un référentiel que tous les partis qui participent au gouvernement doivent respecter. Ils se sont d'ailleurs engagés à le respecter. Mais ce qui est beaucoup plus important pour l'instant, c'est de voir quelle majorité d'abord va se dégager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'espère dans les prochains jours, et là nous allons tester la capacité de gestion du futur chef de gouvernement. Est-ce qu'il, lui, qui s'est prononcé pour un gouvernement fort, aura la possibilité ou la capacité de former un gouvernement rapidement? Normalement, et au vu de la carte électorale, il peut le faire dans quelques jours, je dirais même dans 3-4 jours. Pourquoi ? Parce qu'il dispose d'abord de 2 partis derrière lui qui adhèrent au niveau de développement. Ils n'ont pas de problème de programme, mais ils auront peut-être des problèmes de siège. Et là, c'est là où on voit la capacité du chef de gouvernement à imposer son point de vue sur la gestion gouvernementale. Deuxième question très importante, est-ce que le chef du gouvernement futur, ou actuel, parce qu'il a été nommé, va opter pour un gouvernement avec le PAM et le parti de l'Istiqlal et s'offrir une large majorité qui est une majorité confortable, peut-être en prenant même avec lui d'autres partis plus petits ou disons ayant un nombre de députés moins nombreux. Est-ce qu'il va faire cette démarche? Je pense que cette démarche, et c'est un avis, n'est pas bonne pour la démocratie, n'est pas bonne pour notre vie parlementaire. Nous avons, et c'est l'avis, disons, de beaucoup d'analystes, que nous avons besoin d'une opposition forte. Nous avons certes besoin d'un gouvernement fort,
Mais nous avons aussi une opposition forte. Il faut que le débat politique soit toujours au sein du Parlement. Il ne faut pas qu'il sorte en dehors du Parlement. Donc vous excluez un des deux partis, pas entre le PAM et l'Istiqlal. Pour moi, ce qui est sain, c'est d'avoir un gouvernement fort, ramassé. Nous ne voulons plus avoir un gouvernement avec 40 ou 45 personnes. Ce n'est plus dans l'air du temps. Il faut un gouvernement ramassé, peut-être au maximum une vingtaine, disons 24 personnes, ou 24 ministres secrétaires d'État ou ministres délégués, et à côté de cela, une opposition solide, qui est une opposition qui se positionne comme alternative possible, parce que pourquoi? Qui dit que le RNI va gagner? S'il ne gagne pas, il faut que le Marocain puisse trouver une alternative. Et il faut qu'il la trouve au sein du Parlement. C'est dans ce sens que c'est dans l'intérêt du Maroc. Ce qui nous motive tous, c'est d'abord l'intérêt du Maroc. Donc un gouvernement fort, ramassé, avec bien sûr des idées claires. Le référentiel existe, c'est le nouveau modèle de développement. Des idées claires et une opposition forte. Pourquoi? Pour aller vers, d'abord, il y a des sujets qui sont brûlants. Il y a la préparation de la loi de finances. Il y a des dossiers qui concernent la possibilité de comment ramasser le financement pour la couverture sociale, comment terminer la réforme de l'enseignement, comment terminer aussi la réforme de l'administration, et aussi comment aborder un sujet qui sera important dans les prochains mois, c'est le dialogue social. Il faut que la démocratie se renforce à travers le dialogue social. Voilà un certain nombre de points qui sont importants et qui sont dans l'agenda du chef du gouvernement. Nous, on peut que lui souhaiter la réussite, parce que sa réussite, c'est la réussite du Maroc. Mais nous avons quand même, maintenant, des garde-fous. Il y a d'abord, bien sûr, la personne de Sa Majesté le Roi, qui chapeaute l'ensemble du process avec son leadership, et il y a aussi une démocratie qui avance. J'ai dit que nous sommes fiers de dire que nous sommes la première démocratie arabe. C'est un élément important pour nous, en tant que Marocains, et pour nos alliés en Europe et en Amérique. Je souhaite bon vent à monsieur le chef du gouvernement.